Parfait. Donc, on va commencer ça. Il est midi. Oups, excusez. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du risque. Puis, je vous remercie pour votre présence. Donc, avant de commencer, donc, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas être vu, juste gardez votre caméra fermée et le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos panélistes Jean-Samuel Proubourg et Maxime Fortin, qui nous parleront du programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation de Ressources naturelles Canada. Donc, Jean-Samuel Proubourg est gestionnaire de projet chez Ressources naturelles Canada et travaille sur le programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation, le PICAI. Je ne sais pas trop comment que ça se dit, mais en tout cas, On dit picaille. PICAI. Donc, le PICAI, depuis son lancement en 2021, Jean-Samuel détient une maîtrise en géomatique appliquée et télédétection de l'Université de Sherbrooke, excusez-moi. Son équipe et lui sont récipiendaires du prix Réalisation du ministère 2024 dans la catégorie Prix pour l'atteinte de résultats pour leur contribution exceptionnelle à la livraison du PICAI. Et quant à lui, M. Fortin travaille actuellement comme conseiller en ingénierie et en modélisation des inondations pour le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre à Ressources naturelles Canada. Il fournit un leadership technique pour la mise en œuvre du PICAI depuis 2021, en particulier dans les régions de l'Est et du Canada atlantique. Avant de se joindre à Ressources naturelles Canada, M. Fortin a travaillé en génie conseil pendant plus de 10 ans dans la mise en œuvre et la gestion de projets d'ingénierie des ressources en eau au Canada et à l'étranger. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Excellent. Merci beaucoup, Catherine, pour les présentations. Je prends un moment pour partager mon écran. Euh, Est-ce que vous pourriez me confirmer que tout fonctionne? Je vois bien ton écran. Génial. Excellent. Donc, merci à toutes et tous de prendre le temps de venir nous voir ce midi. Si vous pouviez prendre le temps d'inscrire votre nom, votre titre, organisation d'appartenance, peut-être un mot sur votre domaine d'expertise dans le chat, ça nous permettra, Maxime et moi, là, d'en savoir un peu plus sur notre auditoire. Euh, donc, nous sommes avec le Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, un centre qui inclut, entre autres, l'infrastructure de données géospatiales du Canada, le Centre canadien de télédétection. Nous gérons les stations de réception de données satellitaires. Puis, Maxime et moi sommes avec la division Géobase. Le rôle de la division, c'est de produire et diffuser des données géospatiales fondamentales au Canada. Donc, c'est un plaisir d'être là. Nous avons préparé un petit menu qui, j'espère, sera aussi intéressant qu'informatif. Environ 40-45 minutes de matériel pour se laisser un 15-20 minutes de questions, de discussion à la fin. Je vous invite quand même à soumettre vos questions dans le chat au fur et à mesure. On va tâcher d'y répondre là, progressivement lorsque possible. Puis sinon, on va traiter ça à la fin. Puis s'il y a des questions qu'on n'est pas en mesure de répondre là, dans les délais qu'on a aujourd'hui, ben, on pourra faire un suivi avec l'organisation puis s'assurer de vous fournir les réponses là, par la suite. Donc, les inondations, je pense pas que c'est un enjeu qui a besoin de trop de présentation ici là, avec l'auditoire, mais essentiellement, c'est la catastrophe naturelle la plus coûteuse au Québec. Puis on a appris récemment avec nos conversations avec le risque que le Québec est la province aussi où ce coût est le plus élevé par capita. Donc, puis géographiquement, le risque est concentré dans un espace assez restreint près des cours d'eau. Euh, mais l'enjeu ici qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans des zones à risque qui ne sont pas informées de leur niveau de risque, puis qui ne sont pas en mesure d'adopter un comportement qui est conséquent. Là, je réfère à une étude de 2017, mais qui indiquait à ce moment-là que c'est 6 des Canadiens qui vivent dans des zones à risque qui étaient conscients de leur niveau de risque. On peut présumer aujourd'hui là, que cette statistique-là s'est améliorée, mais reste que c'est un chiffre qui est absolument catastrophique, là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis l'autre enjeu qu'on voit, c'est que ben, il y a certains facteurs clés qui n'ont pas été adéquatement pris en considération, notamment avec les mécanismes. Les inondations pluviales sont rarement considérées dans la cartographie. Puis ça, c'est une problématique parce que c'est un enjeu réel et assez critique.
Puis l'autre aspect, c'est les changements climatiques. Donc, les méthodologies sont en évolution, mais il faut voir à s'assurer d'intégrer cette variabilité-là dans nos méthodes. Puis l'autre volet, si on veut, un peu de la problématique, c'est que malgré des efforts considérables, il y a de nombreuses communautés qui n'ont pas nécessairement accès à des cartes d'aléas d'inondation qui sont à jour. Donc, soit la couverture est partielle, soit elle est désuète, ou soit elle est complètement absente. Or, c'est une information qui est vraiment critique là, pour faire une planification adéquate du territoire, élaborer des réglementations qui sont conscientes de la situation, puis développer des plans de gestion d'urgence, développer des stratégies d'adaptation qui sont conséquentes. Donc là, je m'adresse à vous, puis je vous invite à utiliser le chat encore une fois, mais vous comme public, comme auditoire, qui est très concentré aux enjeux des inondations, savez-vous où trouver les données et cartes qui vous permettent de connaître votre niveau de risque? Donc, je vous invite à mettre vos réponses dans le chat. Puis si vous ne le savez pas aussi, c'est intéressant pour nous d'avoir cette information. Je fais un petit survol de programmes fédéraux antérieurs qui ont permis d'avancer la cartographie au pays. Donc, le fédéral œuvre depuis les années 70 là, à appuyer les provinces et territoires pour avancer la cartographie. Il y a quelques années, on a entrepris là, à Ressources naturelles Canada de rassembler les études qui avaient été produites depuis les années 70, puis de les numériser et de les standardiser. Ce que ça nous a permis de constater, cet exercice-là, c'est que le leadership ou contribution fédérale était nécessaire pour faire progresser le dossier. C'est-à-dire que pendant les périodes où il n'y avait pas de programme, ben, la progression de la cartographie ralentissait ou s'arrêtait complètement. Euh, donc, on voit que c'est vraiment une contribution qui est nécessaire, mais évidemment en partenariat avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, dont la collaboration est cruciale parce que ça tombe sous leur champ de responsabilité. Donc, en réponse à la question que je vous ai posée précédemment, pour l'accès aux données au niveau du Québec, c'est le site Géo-Inondation qui vous permet d'accéder à l'inventaire des cartes du Québec. Pour le reste du Canada, je vous invite à consulter le site geo.ca qui va vous rediriger vers les sites autoritatifs des différentes juridictions. Donc, comment s'articulent les activités liées à la cartographie des zones inondables à RNCAN? Ben, c'est selon 4 axes principaux. Donc, la collaboration via le programme PICAI, dont Maxime va vous donner plus de détails là, dans les prochaines minutes. Les guides d'orientation qui sont faits collaborativement avec l'industrie, le milieu académique, puis les partenaires des provinces et territoires et municipaux. Sinon, notre pain, notre beurre à la division Géobase, c'est vraiment la diffusion des données géospatiales fondamentales. Il y a aussi nos collègues des services géomatiques d'urgence qui vont produire des cartes vraiment lors d'une inondation majeure, puis qui vont être en mesure de fournir aux gestionnaires d'urgence des données en temps quasi réel sur l'étendue d'inondation. Puis finalement, il y a la recherche et développement. Donc, à la fois à l'interne via nos chercheurs, mais aussi via différents programmes fédéraux pour injecter des fonds dans la recherche. Donc, au niveau du risque, on voit deux opportunités principales au niveau de la collaboration puis de la R&D, mais on suppose aussi que l'accès aux données fondamentales peut être un levier pour vos activités de recherche. Donc, en ce sens-là, nous vous invitons, Maxime et moi, à nous contacter pour parler de vos projets. Puis s'il y a des collaborations possibles, ben, ça nous fera plaisir d'explorer tout ça. Donc, Maxime, je te passe la parole pour nous donner quelques mots sur le programme. Merci, Maxime. Merci, merci beaucoup, Jean-Samuel. Donc, on va se passer la balle quelques fois comme ça durant la présentation. On espère que ça va garder les choses un peu dynamiques. Donc, quelques mots ici sur l'approche quant à la cartographie des zones inondables à l'échelle du pays. Donc, on sait que, évidemment, c'est une responsabilité au niveau des provinces et territoires, par exemple, de la production de cartes de zones inondables, l'établissement de réglementations afin de mieux planifier les utilisations du territoire dans les plans inondables. Parfois, cette responsabilité-là est déléguée ou partagée avec différents niveaux de gouvernements locaux.
Et c'est pour ça également que pour la mise en œuvre du PICAI, donc les gouvernements provinciaux et territoriaux jouent vraiment un rôle essentiel, donc à la fois pour identifier les priorités pour les programmes de travail qui sont établis dans la juridiction, le démarrage et la mise en œuvre des projets, la diffusion des résultats. Donc, c'est vraiment des travaux qui sont effectués de façon très, très rapprochée. Donc, on travaille ensemble semaine après semaine pour mener plusieurs projets. Merci. Donc, le PICAI a été lancé en 2021-2022. Donc, désolé pour les doubles années. Donc, c'est les années fiscales du gouvernement. Donc, en gros, c'était initialement lancé pour une période de 4 ans avec un financement d'environ 60 millions de dollars et un objectif global d'effectuer la cartographie des aléas d'inondation dans les zones les plus à risque et rendre cette information-là disponible au public. Donc, heureusement pour nous et pour tout le monde impliqué, on a pu confirmer une extension puis une deuxième phase du programme, donc jusqu'en 2027-2028, avec du financement additionnel de 160 millions de dollars environ pour élargir encore une fois la couverture et continuer le travail qui avançait très bien au niveau de chaque province et territoire. Merci. Le programme est une collaboration, je l'ai déjà mentionné, puis on va le dire plusieurs fois dans la présentation aujourd'hui, mais de façon très étroite avec chaque province et territoire, les communautés autochtones, des organisations et partenaires locaux. Donc, toutes les activités sont complémentaires à la stratégie de sécurité civile pour le Canada. Ça repose également sur une expertise partagée avec d'autres départements fédéraux. Donc, on prend ici l'exemple de la mobilisation autochtone avec les départements RCA, ANC et SAC, donc Service autochtone Canada. Les projets sont menés selon un partage des coûts. Donc, un partage 50-50 avec les provinces et 75-25 dans les territoires. Donc, 75 payés par le fédéral, 25 payés par le territoire. Donc, par exemple, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, Nunavut. Et en plus de la réalisation de projets qui mènent directement à la production de cartes de zone inondable, il y a également des sources de financement dédiées pour la recherche et le développement. Donc, il y a un axe de recherche mené directement par Environnement Canada, Environnement Changement Climatique Canada ou ECCC, qui vise à mieux intégrer les impacts des changements climatiques dans la cartographie. Et au niveau de RNCAN, on a deux sous-volets qui sont sur la modélisation des inondations à l'échelle régionale et également l'inclusion des savoirs traditionnels dans le travail d'analyse et de cartographie. Donc, tout le travail est réalisé en adéquation, si on veut, avec la série de guides d'orientation fédérale pour la cartographie des zones inondables. Donc, on a par exemple ici l'image à droite qui indique le processus, donc avec l'établissement des priorités, la collecte de données, modélisation et cartographie, dissémination, communication sur les aléas. Donc, ça aide à cadrer un peu l'ensemble des activités que l'on fait, que l'on appuie, avec la note, par contre, qu'il y a des aspects qui sont hors champ d'application pour le PICAI. Donc, les évaluations de risques en majorité. Donc, la cartographie des risques d'inondation qui est différente des aléas est hors d'application, sauf quand ça fait partie de la réglementation au niveau d'une province. Et les études liées à l'atténuation. Donc, par exemple, des études sur la conception de digues ou de mesures de protection, des choses comme ça, ne sont pas dans notre champ d'application. Donc, on se concentre vraiment sur identifier, caractériser l'aléa et partager ces informations. Le programme est mené principalement par 3 partenaires fédéraux. Donc, on a RNCAN, ECCC et Sécurité publique Canada. Donc, RNCAN a vraiment le lead sur le développement et la mise en œuvre là, des programmes dans chaque province et territoire. Donc, on collabore avec nos partenaires pour identifier les projets, lancer les projets, suivre les projets et partager les coûts des projets. Et puis, finalement, s'assurer que la diffusion de l'information auprès du public est effective. Donc, ECCC travaille davantage sur les aspects d'expertise technique et scientifique, donc il développe et conseille sur les connaissances puis la science en lien avec la modélisation des inondations, la cartographie, les changements climatiques et supporte vraiment plus de partenariats au niveau du milieu académique là, pour appuyer différentes équipes de chercheurs sur différents sujets.
D'un point de vue ingénierie, on a une équipe d'ingénierie conjointe entre Environnement Canada et RNCAN, où est-ce qu'on travaille ensemble dans chaque province et territoire sur le suivi des projets avec nos homologues provinciaux et territoriaux. Et finalement, donc, Sécurité publique travaille davantage sur les aspects de gouvernance politique et orientation, avec, par exemple, l'élaboration éventuelle d'un portail national sur les risques d'inondation qui permettrait de fournir une information de base là, à chaque Canadien en termes de leur exposition ou leur vulnérabilité potentielle à l'aléa. Les activités admissibles en coût partagé avec les provinces et territoires se divisent en trois grandes catégories. Donc, on commence tout d'abord avec l'acquisition de données. Donc, toute donnée qui pourrait être nécessaire à la modélisation, que ce soit du lidar topographique ou topobathymétrique, des levées bathymétriques, des levées de structure, mesures de niveau, débit, glace, donc tous les intrants typiques qui pourraient être nécessaires. Ensuite, on a les activités de modélisation et de cartographie, donc à la fois sur l'hydrologie et l'hydraulique, qui peuvent couvrir les inondations fluviales ou en rivière à eau libre, en eau libre, comme on appelle plus souvent au Québec, pluviales et côtières, donc de submersion côtière. Et toutes les analyses doivent considérer les changements climatiques d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire il devrait avoir, bon, il va y avoir plusieurs scénarios qui seraient étudiés, mais il devrait en avoir au moins un qui tient compte du climat futur. Et finalement, la diffusion de l'information qui est tout aussi importante. Donc, c'est tous les types d'outils qui pourraient être utilisés pour rendre les cartes disponibles au public. Donc, que ce soit des améliorations, le développement de nouveaux portails web, des campagnes de communication, formation, vidéo, webinaires, mobilisation autochtone ou locale. Ça peut être très vaste. Ici, pour aller dans le plus pratico-pratique, on a voulu illustrer quelques exemples, mais évidemment, c'est des petits échantillons parmi des centaines de projets, mais ça aide à mettre les choses en perspective. Donc, au niveau de l'acquisition de données, ici, on a des images tirées d'un projet en Ontario qui visait à collecter des coupes transversales de rivières, des levées de structures. On a un nouveau projet LIDAR topographique en Colombie-Britannique, ou bien des mesures de niveau d'eau sur différents cours d'eau en Nouvelle-Écosse. Sur la modélisation et la cartographie, donc les enjeux varient beaucoup d'une région à l'autre au Canada. Par exemple, au Yukon, on a des embacs de glace et des inondations fluviales qui sont modélisées et cartographiées. Des exemples de projets en Nouvelle-Écosse avec du fluvial et de la submersion côtière, donc combinés. Et puis un autre exemple à l'île du Prince-Édouard où on a caractérisé les aléas d'inondation pluviale à l'échelle de la province entière. Et finalement, sur la diffusion, quelques exemples qui sont intéressants. Un nouvel atlas web au Yukon, un portail de métadonnées de cartographie des zones inondables, d'études existantes en Ontario, un peu comme ce que Géo-Inondation fournit comme information au Québec. Et par exemple, des cartes 3D interactives pour appuyer l'engagement, les consultations locales en Nouvelle-Écosse. Un outil très intéressant qui permet, par exemple, dans une séance publique, de montrer les résultats d'une étude et puis de faire varier certains paramètres de marée, de niveau d'eau, de débit d'une rivière pour voir directement quel est l'impact en 3D sur des propriétés. Ça parle beaucoup avec les gens, donc ça aide à partager les résultats. Et finalement, en action, le PICAI en action au Québec, et c'est vraiment un programme qui est directement intégré dans les initiatives provinciales. Donc, on a un appui technique et financier au gouvernement du Québec avec différents ministères partenaires pour appuyer les travaux de cartographie des zones inondables. Donc, par exemple, le projet InfoCru ou bien des initiatives de submersion côtière au niveau de différents ministères. Donc, les principales activités qui sont financées avec le gouvernement du Québec, il y a beaucoup de campagnes d'acquisition de données, donc du lidar topographique, du lidar topobathymétrique, des mesures de niveau d'eau, des jaugeages, de l'orthophoto. Donc,
pour se mettre en contexte, ces données-là sont essentielles pour venir, en fait, continuer à améliorer les modèles qui sont développés dans InfoCru, améliorer la précision, puis diminuer l'incertitude avec le temps. Il y a de la modélisation et cartographie qui est effectuée pour certaines rivières prioritaires, donc à un niveau de détail très détaillé. Donc, on parle de projets couvrant 18 bassins versants dans la province. On a une modélisation hydrodynamique du fleuve Saint-Laurent qui est réalisée en collaboration avec ECCC. Donc, en gros, ECCC avait un modèle existant qui couvre de façon très détaillée le Saint-Laurent euh, sur sur une certaine distance. Et il y a une collaboration entre cette équipe-là et l'équipe du MRC-CFP pour voir comment les résultats peuvent être utilisés, par exemple comme intrant pour certains des aspects d'InfoCru, des conditions limites à des rivières qui viennent se déverser dans le fleuve ou bien d'autres choses similaires. Il y a parfois des travaux de R&D qui sont menés conjointement. Donc, par exemple, de la recherche intéressante sur le lidar topobathymétrique avec l'Université de Sherbrooke et l'Université Laval. Donc, ça, c'est les activités qui sont cofinancées. Et il y a également du R&D qui est réalisé directement sur financement à 100% de RNCAN, donc avec parfois une petite contribution du partenaire de recherche. Donc, on a ce qu'on appelle le Programme national de subvention pour la modélisation des inondations à l'échelle régionale. Donc, je vais dire quelques mots de plus sur ça plus tard. Mais en gros, au Québec, il y a deux projets majeurs là, qui sont appuyés avec l'Université de Concordia et l'Université McGill. Et on a une étude de faisabilité nationale pour la modélisation régionale, donc qui vise à faire un état des lieux puis dresser des recommandations techniques avec plusieurs études de cas à travers le pays. Et ça inclut une étude de cas qui est en cours de préparation pour la submersion côtière sur la côte nord du Québec. Génial. Merci, Maxime. Pour celles et ceux qui se seraient joints un peu plus tard, je vous invite à vous présenter dans le chat. Ça nous permet, Maxime et moi, de voir un peu à qui on a affaire aujourd'hui. Donc, nom, organisation d'appartenance, domaine d'expertise si possible, ce serait pas apprécié. Donc, je vous présente ici un sommaire des résultats impact du programme au niveau national. Euh, donc, ça vous donne une petite idée là, de où on en est. J'ai aussi le plaisir de rapporter que dans le premier cycle, entre 2021 et 2024, le programme a atteint une performance financière de 94 Donc, 94 des fonds qui étaient planifiés pour des investissements copartagés ont pu être investis comme prévu, ce qui est excellent là, dans le contexte gouvernemental. Ben, pour nous, c'est un signe que c'est un besoin réel et que l'approche flexible qu'on a mis en œuvre, qui est adaptée au contexte spécifique de chaque province et territoire, fonctionne bien. Puis grâce à une nouvelle série d'ententes qui ont été mises en place dans les derniers mois, c'est 120 millions supplémentaires qu'on va pouvoir investir d'ici 2028 pour continuer à avancer la cartographie des plaines inondables au pays. Ici, vous voyez la distribution des projets à l'échelle canadienne. Puis là, question pour vous aussi, je vous invite à inscrire la réponse dans le chat, mais savez-vous où trouver l'information sur les projets qui sont en cours au Québec? Donc, les projets financés par le PICAI qui sont en cours au Québec. Puis donc, ces résultats-là sont vraiment supérieurs aux attentes, encore une fois, donc on est ravis. C'est un signe de l'importance apportée au dossier par nos partenaires. Personnellement, je suis particulièrement fier là, des projets en cours dans les territoires, particulièrement au Nunavut. Donc, c'est vraiment génial là, de pouvoir appuyer les territoires dans le développement de leur cartographie. Mais sinon, au-delà de la production des cartes, il faut aussi être en mesure de bien communiquer leur utilité, leurs bénéfices, puis de manière compréhensible pour un auditoire visé. Donc, lors du lancement du programme, notre focus a été beaucoup sur sa mise en œuvre. Donc, mobiliser nos partenaires, mobiliser l'industrie pour être certain là, qu'elle était prête à recevoir un peu un surge of requirements. S'assurer que notre cadre était clair pour amorcer ou accélérer la cartographie dépendamment du contexte juridictionnel. Mais maintenant que le programme est bien amorcé, on travaille surtout à s'assurer que l'information qui est produite est non seulement accessible, mais compréhensible. Puis je crois que c'est un aspect ici qui rejoint l'intersectoralité du risque, un aspect qui est nécessaire là, pour nous permettre plutôt au grand public
de bien comprendre notre science et sa portée. Puis donc, réponse à la question précédente, je vous invite à utiliser le code QR à l'écran après la présentation qui vous sera partagée pour trouver la liste des projets financés par le programme. Vous pourrez sélectionner alors Québec et voir la liste des projets qui sont en cours actuellement au Québec. Maxime en a glissé un mot, mais il y a une considération particulière aussi qui a été portée aux communautés autochtones dans la conception du programme, d'une part pour appuyer l'impératif de réconciliation, mais aussi parce que les Premières Nations sont disproportionnellement affectées par les inondations de par la localisation des réserves. Il y a d'autres programmes fédéraux qui sont beaucoup mieux adaptés pour travailler directement avec les Premières Nations, flexibilité au niveau des années fiscales, les notions aussi de souveraineté de données sont carrément incluses dans les termes et conditions du programme. Dans le cadre du PICAI, pour nous, l'approche vise à s'assurer que les communautés sont informées. Donc, minimalement informées très tôt dans le processus de toute activité qui se déroule sur leur terre traditionnelle. Puis, dans la mesure où, si on est tôt dans le processus, puis s'il y a de l'intérêt à s'impliquer, on est en mesure de travailler ensemble avec nos programmes sœurs pour trouver un arrangement. Puis, en parallèle, il y a aussi des investissements qui sont faits pour favoriser le tressage entre les systèmes de sciences autochtones et orientales. Puis la perspective ici, c'est d'une part d'adapter le processus au contexte des Premières Nations, donc toute la démarche, s'assurer qu'elle est culturellement respectueuse, puis aussi d'être en mesure de créer des produits ou une cartographie qui est utilisable par la communauté, donc qui est vraiment adaptée au contexte spécifique des Premières Nations. Quelques mots ici concernant les guides d'orientation de la cartographie des plaines inondables. Je serais curieux, encore une fois, dans le chat, s'il vous plaît, de savoir qui a déjà fait référence aux guidelines. Ce sont des documents qui sont organiques, on travaille là-dessus en continu, mais je serais curieux de savoir lesquels vous auriez consultés, dans quel contexte, puis si vous avez des suggestions, recommandations, on est toujours ouvert. On a une équipe qui est limitée, donc on priorise nos activités, mais si vous avez des suggestions à cet effet, toujours intéressé par votre input. On a récemment publié la deuxième version des procédures hydrologiques et hydrauliques pour la délimitation des zones inondables. Bientôt, sur vos écrans, le guide d'évaluation des risques d'inondation côtière. Puis on travaille actuellement à l'élaboration de 3 documents, donc un guide sur l'évaluation des risques et la priorisation, une deuxième version des études de cas sur les changements climatiques, puis finalement un guide d'orientation sur la mobilisation et la communication des résultats. Puis avec nos partenaires de Environnement et Changement climatique Canada, on travaille aussi au développement d'une nouvelle série de bulletins techniques, donc qui se veulent, c'est ça, plus technique, vraiment pour les gens qui œuvrent dans le domaine. Le premier qui va être publié est le bulletin sur les considérations géomorphologiques. Mais il y en a une série là, qui va être publiée dans les prochaines années. Puis, il y a aussi 2 normes ou standards sur lesquels on travaille depuis maintenant bientôt 2 ans, qui ont été cette semaine approuvés pour publication. Donc, une première norme sur l'acquisition des données LIDAR aéroportées, puis une deuxième c'est la norme de géomatique pour la cartographie des inondations. Donc, tout ça sera bientôt disponible sur le site de la Canadian Standards Association, ou CSA. Je passe la parole à Maxime qui va nous parler un peu de nos activités de modélisation régionale. Maxime? Parfait, merci Jean-Samuel. Donc, on a déjà mentionné quelques fois des études qui sont réalisées à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Donc, on voulait donner un peu de contexte par rapport à ces différentes approches-là. Donc, on sait que traditionnellement, les études de cartographie des zones inondables étaient réalisées selon une approche très détaillée qu'on réfère souvent à une ingénierie détaillée qui fournisse un très haut niveau de détail, une incertitude plus faible, mais qui nécessite également des efforts importants pour développer et maintenir là, en termes de couverture. Donc, les cartes de zones inondables sont développées pour différents usages. Donc,
d'un point de vue local, que ce soit pour établir une réglementation, un aménagement du territoire, évaluer ou prioriser des secteurs, planifier différentes interventions, sensibiliser le public. Donc, on souhaite promouvoir davantage une approche qui vise à combiner différents niveaux et échelles d'analyse. Donc, dans ce cas-ci, à notre niveau, surtout les niveaux détaillés et régionaux, en adéquation avec les usages qui sont prévus. Donc, pour que le, la- le niveau de détail soit approprié pour l'usage qui va en être fait, pour maintenir la couverture, pour compléter et maintenir la couverture, donc de cartographie des zones inondables. On voit les trois niveaux potentiels sur l'image à droite en bas avec le plus grand niveau de détail, l'ingénierie détaillée. On a la modélisation globale qui sont par exemple des jeux de données qui sont développés à l'échelle nationale, qui vont fournir des cartes de zones inondables, mais qui sont un peu plus grossières. Par exemple, à une résolution de 30 mètres, 100 mètres à l'échelle du pays de façon harmonisée, qui peuvent être utiles pour faire des analyses qui nécessitent ce type de données-là. Je pense qu'il y avait une question dans le chat justement là-dessus. Mais on sait que ça fonctionne pas pour tous les usages, évidemment. L'ingénierie détaillée est là pour fournir le plus de niveau de détail au niveau local, mais c'est difficile à faire partout. Donc, on a maintenant la modélisation régionale qui vient faire le pont entre ces différents niveaux avec des modèles et puis des cartes qui sont développées, par exemple, à l'échelle d'un bassin versant au complet ou de plusieurs bassins versants qui viennent prendre certains intrants locaux pour développer, valider les modèles, mais qui ont quand même certains processus d'efficience là, pour être développés plus rapidement et à très grande échelle. Donc, la modélisation régionale est pas un nouveau concept, hein. C'est pas quelque chose que nous, on a inventé. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé de façon organique à différents endroits et qu'on cherche à appuyer davantage à travers nos programmes. Donc, à titre d'exemple, le PICAI a déjà soutenu depuis 2021 plusieurs projets de cartographie régionale ou parfois qui s'appellent également large échelle au Québec. Euh, donc, il y a plusieurs provinces qui ont beaucoup avancé sur la question. Donc, on parle souvent de l'exemple d'InfoCru au Québec qui éventuellement pourrait fournir une très grande couverture en termes d'informations sur les aléas d'inondation, puis qui combine différents niveaux de détail. On a un exemple de l'île du Prince-Édouard avec le système CRIS qui couvre la province au complet pour les inondations pluviales. On a beaucoup d'activités de recherche et développement, des projets pilotes dans d'autres provinces pour continuer à promouvoir cette approche-là. Donc, l'idée est vraiment de voir comment on peut développer ça de façon plus efficace. Par exemple, des nouveaux partenaires, si des nouveaux partenaires en Alberta ou bien au Yukon souhaitent utiliser ces différents niveaux de détail, donc régional et local, les bonnes pratiques ont peut-être été déjà identifiées, les principaux les principes directeurs, etc. Donc, à cet effet, on a lancé une étude de faisabilité nationale. Donc, je vais parler un petit peu plus en détail plus loin pour établir déjà ce point de départ-là. Donc, on vise vraiment à appuyer donc le leadership provincial pour avancer les travaux. Et il y a des efforts intéressants qui sont faits sur l'aspect global, donc le troisième niveau qui était dans l'image précédente, qui est développé par Sécurité publique Canada, surtout qui travaille sur plusieurs initiatives qui sont à portée nationale. Donc, on parlait par exemple d'un portail de risque d'inondation. Il y a des développements récents sur un programme national d'assurance des inondations, sur des changements au programme national de paiement suite à des catastrophes naturelles. C'est des enjeux où est-ce que ce type de données-là, qui sont plus globales, puis qui couvrent le pays au complet d'une façon harmonisée, ont une très grande utilité. Donc, pour appuyer la modélisation régionale dans nos activités, on a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité nationale pour la modélisation et la cartographie des aléas
à l'échelle régionale. Donc, désolé, le nom est un peu long. Donc, c'est une étude qui a débuté il y a 1 an et demi. Tous les résultats vont être publics et vont être publiés très bientôt. Donc, ça va débuter par un état des lieux. Donc, vraiment, aller dans le détail des projets qui ont été réalisés. Par exemple, comment InfoCru a progressé au fil des années ou bien d'autres initiatives similaires, tant au Canada qu'à l'international. Donc, il y a vraiment des expériences intéressantes sur ça. Quelles sont les principales recommandations techniques qu'on peut tirer de ces expériences-là pour vraiment aider les professionnels qui souhaiteraient réaliser ce type d'analyse? On va tester les recommandations techniques sur 4 projets pilotes ou études de cas qui sont montrés sur la carte ici. Et il y aura également d'éventuelles révisions là, aux documents techniques suite aux expériences de ces études de cas-là. Donc, en plus de l'étude de faisabilité, on a des plus petits projets qui sont exploratoires pour tester des nouveaux modèles qui sont assez novateurs et puis qui pourraient être utiles pour les évaluations à l'échelle régionale et plusieurs projets pilotes et études de cas supplémentaires qu'on va pouvoir faire. Donc, on a pas mal d'activités qui visent à soutenir la recherche, l'amélioration des pratiques. Et puis, entre-temps, bien, on continue à soutenir des projets à coût partagé avec les provinces pour pour produire de nouvelles cartes, tant à l'échelle locale, détaillée que régionale, lorsque approprié. Donc, pour parler du R&D un peu plus en détail, donc on avait lancé un appel à projet il y a maintenant, je pense, 1 an et demi, qui visait à développer et améliorer les approches de modélisation régionale. Donc, on a des sous-axes qui se résumaient. Par exemple, numéro 1, au niveau d'améliorer les méthodes. Numéro 2, comment mieux intégrer les données de télédétection. Donc, par exemple, une nouvelle mission satellitaire SWOT qui fournit des informations sur les niveaux d'eau de toutes les rivières à l'échelle de la planète, là, qui peuvent être très utiles, évidemment, pour développer ce type de modèles et projets et voir comment l'intelligence artificielle peut être de plus en plus intégrée dans les processus de travail et de modélisation. Donc, il y a 9 projets qui ont été sélectionnés avec des partenaires académiques surtout et qui sont en cours. Et donc, le résumé des projets, des collaborateurs, tout est disponible sur le site Internet RNCAN PICAI. Donc, si vous cherchez sur Google, vous allez tomber sur notre site directement. Puis, il y a toute la liste de nos projets, puis les détails là-bas si ça vous intéresse. On voulait glisser quelques mots sur la recherche qui est financée par Environnement Canada également. Donc, ils ont vraiment un emphase qui est sur la science et les données, donc améliorer les projections futures en termes de données climatiques pour les analyses d'aléas. Également faire progresser les méthodes d'ingénierie, donc tant sur l'aspect de l'hydrologie, de l'hydraulique. Donc, on parle d'améliorer la représentation des procédés hydrologiques, réduire l'incertitude, produire des données de réanalyse. Donc, par exemple, il y a un jeu de données qui s'appelle le CAPA qui fournit des profondeurs de précipitation remontant plusieurs années en arrière pour une grille pour tout le Canada, des données qui peuvent être très utiles là, pour développer, calibrer des modèles. Également, améliorer les données climatiques. Donc, par exemple, développer des nouveaux scénarios en fonction de ce qui est publié par le GIEC ou des choses comme ça. On a plusieurs activités de R&D qui sont un peu plus internes, donc des produits, des projets, des contrats qu'on a préparés directement avec des partenaires ou avec nos chercheurs internes. Donc, un exemple intéressant était des travaux préliminaires pour piloter l'approche InfoCru à l'extérieur du Québec. Donc, on sait que ce qui a été fait avec InfoCru, puis ce qui est toujours en cours, était très novateur. Donc, on peut voir comment ça peut être utile dans d'autres contextes. C'est une belle collaboration avec l'équipe de l'Université de Concordia, donc plus précisément avec l'équipe de Pascal Biron. On a développé un indice de vulnérabilité aux inondations. Donc, c'est un jeu de données national qui est basé sur l'intelligence artificielle, des données d'entraînement sur les inondations historiques et puis des données sur le climat pour, en fait, caractériser, donner un index, si on veut, à chaque endroit de la possibilité d'être inondé ou non.
Donc, c'est à un très haut niveau, mais ça peut être utile là où il n'y a pas d'études qui ont déjà été réalisées avant. Des méthodes de cartographie rapide avec la méthode AND, l'utilisation d'intelligence artificielle pour harmoniser et étendre des cartes d'inondation. Donc, si par exemple sur une rivière, on avait différents secteurs qui ont déjà été analysés, mais on n'a rien entre ces secteurs-là, en fait, il y a des méthodes intéressantes qui peuvent être utilisées pour compléter les trous, si on veut, puis harmoniser la couverture. Donc, tout ça, c'est très expérimental, évidemment, mais c'est des avenues intéressantes. Et au niveau des données de base qui sont requises pour la modélisation, il y a de plus en plus d'outils de GeoIA. Donc, ça se dit bien en anglais, GeoAI. En français, ça sonne différemment un peu. Donc, pour vraiment avoir des pipelines de données qui sont plus intégrés. Donc, si une étude, par exemple, devait être réalisée sur un secteur donné, on pourrait faire rouler les outils directement pour, boum, extraire en quelques minutes là, toute la couverture du territoire à partir de l'imagerie, le réseau des routes, les bâtiments, les surfaces d'eau, etc. Puis tout ça serait déjà formaté, standardisé pour aller directement dans nos différents modèles. Donc, il y a des avenues très intéressantes. On a le MNE à moyenne résolution. Donc, je vais même lire l'acronyme, là, vous allez voir, c'est pas pire. Le MNE MR30, hein, c'est un peu robotique, mais ça va. Donc, c'est un produit d'élévation à résolution moyenne très, très intéressant, publié à la fin de l'année dernière, qui est basé sur des données satellitaires, qui est un peu, en fait, le nouveau benchmark là, en termes de la meilleure donnée d'élévation qui est disponible là où il n'y a pas de LIDAR haute résolution. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à ce produit. Ça peut être très utile pour différents projets si, il n'y a pas de LIDAR disponible. Et finalement, le réseau hydrospatial canadien, qui est la nouvelle mouture là, du réseau qu'on appelait le réseau hydrologique. Bon, le RHN. Bon, je me mélange dans mes Réseau acronymes. hydrographique national. Oui, l'ancien réseau hydrographique national. Donc, ça va maintenant être le réseau hydrospatial canadien, qui est une donnée qui a vraiment été développée dans une optique de pouvoir être utilisée directement pour la modélisation, avec des nouveaux attributs, puis une précision qui est beaucoup plus grande parce que maintenant, c'est basé sur des données haute résolution. Excellent. Merci, Maxime. Donc, je poursuis en parlant un peu de nos portails. Donc, le travail qu'on fait dans le cadre du PICAI vise à appuyer nos partenaires de sécurité publique pour le développement de leur portail sur les risques d'inondation. C'est un portail qui vise vraiment le grand public, donc qui permettrait de répondre à une question simple, par exemple, quel est mon risque d'inondation? Un visiteur pourrait entrer son adresse, puis avoir une idée de son niveau de risque, quelque chose de simple, bas, moyen, élevé, puis ensuite avoir certaines directions par rapport aux mesures qui peuvent être prises pour protéger sa maison, par exemple, ou trouver un assureur. De notre côté, chez Ressources naturelles Canada, on travaille sur un portail, mais qui est destiné à un public plus spécialisé, d'experts, de gens qui pratiquent dans le domaine pour accéder aux données et aux informations clés. L'objectif, c'est d'avoir un dépôt central pour toutes ces données et informations. Je dis dépôt central, mais l'idée, c'est surtout un espèce de hub où on peut rediriger le visiteur vers les sources autoritatives d'information. Euh, Sinon, par rapport à ça, je ne sais pas qui connaît et a déjà visité geo.ca, mais c'est le portail en question. Donc, il est en ligne, il existe. Je vous invite à aller voir après le webinaire pour trouver les différentes sources et informations. Puis en parallèle, il y a aussi notre présence web du côté fédéral, donc là où toutes les publications officielles en lien avec le PICAI sont diffusées. Il y a plusieurs données là, qui sont disponibles, qui sont générées via le PICAI et ensuite rendues disponibles de façon ouverte. La présentation va vous être partagée là, après le webinaire, donc tous ces liens-là vont être accessibles. Euh, ne vous inquiétez pas. Mais je me permets de faire un petit survol là, de produits phares, entre autres l'inventaire de cartes de zones inondables au Canada. Donc,
En fait, le fédéral gère deux jeux de données de cartes de zone inondable. Il y a un jeu de données détaillé qui est standardisé pour l'ensemble du pays, puis qui respecte nos guides d'orientation. Malheureusement, réservé à l'usage fédéral, c'est à cause de contraintes de licence et de diffusion là, qui sont imposées par nos partenaires. Puis, c'est en constante augmentation. Donc, chaque fois qu'un projet est produit dans le cadre du PICAI, ces données-là vont être standardisées puis intégrées dans cette couche-là. Puis, en parallèle, il y a l'inventaire public qui inclut une partie de ces données-là, celles qui sont diffusables, en fait, par le fédéral. Donc, ce que ça inclut, c'est des empreintes, en fait, pour les différents projets qui ont été faits au Canada, puis qui redirigent le visiteur vers le portail autoritatif, donc de la province souvent, ou de l'autorité de conservation dans le cas de la province de l'Ontario. Pour le Québec, ben, ça redirige vers le site Géo-Inondation. Puis, c'est ça, c'est la ressource qui est publique là, puis qui est disponible. Donc, via certains partenariats, c'est possible d'avoir des ententes pour partager la couche qui est normalement limitée à l'usage fédéral, mais autrement, c'est vraiment réservé. Maxime a glissé un mot sur le réseau hydrospatial canadien, donc je ne vais pas m'y attarder trop en détail, mais peut-être un truc important à mentionner, c'est qu'on est harmonisé avec nos collègues états-uniens, donc de USGS. On travaille à s'assurer que les modèles sont compatibles. Donc, pour des analyses qui impliquent des bassins transfrontaliers, ben, c'est possible d'utiliser ce produit-là. Euh, Sinon, là, au niveau de la production, là, en ce moment, il y a 10 unités qui sont disponibles en ligne, mais il y en a à peu près 180 en production. Donc, au fur et à mesure que ces données-là deviennent disponibles, elles sont diffusées. Puis, on vise de couvrir à peu près 80 de la population canadienne d'ici 2028. Donc, toutes les unités qui sont jugées à haut risque d'inondation vont avoir des données d'ici. Sinon, quelques mots sur la stratégie nationale d'élévation. Stratégie axée sur la collaboration d'une part, donc trouver des besoins et des priorités communes au niveau fédéral, provincial, territorial, municipal, etc. Mettre nos fonds, nos ressources en commun pour avancer le travail d'acquisition de données LIDAR. Puis en parallèle, le volet de création de produits à valeur ajoutée. Donc, une fois qu'on a cet actif-là, qu'est-ce qu'on fait avec? La couverture ressemble un peu à ça ici. Donc, vous voyez ce qui est en cours d'acquisition par les partenaires, par le fédéral, puis ce qui est disponible actuellement. On vise plus de 3 millions de kilomètres carrés LIDAR d'ici 2028 via les investissements du PICA. Puis donc, il y a des produits à valeur ajoutée qui sont créés. Il y a aussi des produits équivalents au Québec. Donc, je vous invite à consulter le site Données ouvertes pour des produits équivalents, mais dans la mesure où vos projets inclut des zones qui sont à l'extérieur du Québec, mais ça peut être intéressant d'avoir des produits seamless. Euh, Peut-être un point intéressant ici que je vois, c'est qu'avec la qualité des données, donc on a parlé du CHN, ici on voit les bâtiments extra-automatiquement avec le LIDAR, la précision est élevée, donc il y a une intégration verticale qui se fait de manière naturelle. Donc, ça commence à faire des ensembles de données qui sont très intéressants, là, autant visuellement que pour les analyses. Puis, je passe ici rapidement là, sur le MNEMR 30, puisque que Maxime l'a déjà mentionné. Mais si vous trouvez des enjeux par rapport à ces données-là, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours intéressé à les faire. Donc, Maxime, je te laisse nous faire le petit récapitulatif. Oui, ben, merci. Effectivement, on arrive sur le mot de la fin. Donc, on voulait faire une petite synthèse sans aller dans trop de détails parce qu'on a couvert beaucoup de distance dans la présentation aujourd'hui. Donc, au niveau du PICAI, les projets vraiment qui sont réalisés en collaboration avec les provinces et territoires visent à améliorer la couverture en cartographie des zones inondables. C'est réalisé à l'échelle du pays, donc avec des investissements importants, plus de 200 projets réalisés jusqu'à maintenant qui touchent plus de 800 communautés, des milliers de cartes produites. Donc, tout ça se poursuit encore jusqu'en 2018, jusqu'en 2028 également. Et puis, donc, au Québec, c'est notamment une collaboration étroite là, avec le MELCCFP, avec le MSP et également avec les ressources naturelles, donc surtout pour ce qui est des acquisitions de données comme LIDAR, etc.
En termes d'activité d'engagement, il y a une mobilisation importante des partenaires qui a été effectuée depuis 2021. Donc, on veut vraiment continuer dans cette direction-là, toujours s'assurer qu'on communique efficacement avec des meilleurs outils, des pages web améliorées sur nos activités, sur les projets qui sont en cours, les guides d'orientation qui sont continuellement mis à jour et développés avec nos différents partenaires. C'est des outils qui, en tout cas, ce qu'on entend de la communauté qui peuvent être très utiles, qui sont très utiles pour la réalisation de projets en tout genre. Sur le R&D, on vise à combiner différentes approches de modélisation et de cartographie pour se rapprocher de notre cible, d'avoir une couverture à l'échelle du pays qui serait établie et maintenue dans le temps. Donc, c'est pas juste de réaliser les cartes une fois, mais c'est de maintenir ça et mettre à jour dans le temps. Donc, il y a beaucoup de travaux d'innovation et de recherche là, qui vont aider à ça. Et sur le plan de la valeur ajoutée, donc il y a plusieurs jeux de données, produits de données qui ont été mentionnés par Jean-Samuel, que ce soit sur le plan de l'élévation, toute une famille de produits, mosaïque, lidar, moyenne résolution, les bâtiments, le réseau hydrospatial qui est dérivé de ça, etc., qui continue à être développé et publié pour la communauté dans le secteur de la cartographie des zones inondables. Donc, pour la suite, on vise vraiment à continuer comme ça. Donc, on poursuit les collaborations tant sur la mise en œuvre de projets que sur la recherche et toujours des améliorations sur nos éléments de communication. La R&D également, qui est à la fois réalisée, supportée par Environnement Canada et RNCan avec les sous-axes là qui sont juste indiqués ici en rappel. Et finalement, les produits de données qui sont diffusés sur nos différents portails et sites Internet. Excellent. Donc, c'est la conclusion. Il nous reste quelques minutes pour questions, discussions. Je vous invite, pour celles et ceux qui voudraient le faire, là, à inscrire 2 points importants ou des informations que vous avez apprises durant la présentation. C'est un feedback utile pour nous, là, pour nos activités de rayonnement. Donc, un immense merci pour votre temps, votre intérêt. S'il y a des questions, je vous invite à prendre la parole ou à les mettre dans le chat. Merci. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. C'est ça, comme on a dit, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, lever la main, prendre la parole. Allez-y, comme ça vous tente pour les questions. Je regarde dans le chat, il y a des choses qui rentrent, mais c'est surtout des merci. Oui, mais puis merci Ouais. d'avoir le temps de vous présenter. Là, c'est très apprécié. Oui. Ah, Oui, c'est allez-y. Jean-Bernard Guindon. Bonjour Jean-Bernard, comment ça va? Oui, il y a beaucoup de questions et on a très peu de temps, puis on a beaucoup de monde qui pourrait en poser. Mais il y a une chose qui m'a frappé, parmi toutes les questions que vous avez pu soulever avec votre présentation, c'est le fameux 81% qui reste comme données diffusables publiquement versus qui est gardé à l'interne. Je suis curieux de savoir pourquoi je peux l'imaginer. Il y a des choses qui doivent être réservées à l'interne, mais quelle est la nature de l'information qui n'est pas transmise? Et moi, ma préoccupation est davantage, vu qu'on est dans le champ de la recherche, de pouvoir avoir accès au maximum d'informations possibles pour nos chercheurs et nos chercheuses afin qu'on ne puisse pas dire, dans un projet de recherche donné, cette information aurait pu exister, mais on n'y avait pas accès pour des raisons XY. Alors, ça a piqué ma curiosité. Je sais qu'on peut avoir des explications. Il était praticien en sécurité civile. Je sais, par exemple, qu'il y a des données qui peuvent être sensibles et qu'il ne faut pas diffuser par définition. Alors, ça, je donne cet exemple-là, mais je ne veux pas vous donner la réponse à votre place. Ah, c'était ça la réponse. Ah Merci. bon? Non, mais c'est une très bonne question. Puis, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est historique. Donc, il y a certaines données qui ont été produites dans le passé, puis sur lesquelles on a étampé une licence de non-diffusion.
Donc, on est un peu contraint de respecter ça, mais il s'agit d'une carte d'aléas d'inondation un peu comme celle qu'on produit actuellement, mais de l'époque. Donc, ça, on travaille là-dessus avec les partenaires pour soit essayer d'alléger la licence ou d'ouvrir la licence pour être en mesure de faire une diffusion publique. Ça progresse. Puis peut-être l'autre volet qui est important, c'est que nous, dans le cadre du programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation, c'est une contrainte, c'est-à-dire que tout ce qui est produit dans le cadre du programme doit être diffusé publiquement. Donc, on a comme réglé cet enjeu-là à la source pour la suite afin d'éviter là, des contraintes de diffusion liées aux licences. Maxime, je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot là-dessus. Non. J'espère que ça répond à la question, Jean-Bernard. Oui, mais puis j'en avais une autre préoccupation, mais qui est très technique. C'est peut-être pas pertinent d'en parler largement aujourd'hui, mais je trouve, quand on regarde tout ce que vous faites, qu'il doit y avoir un immense problème de compatibilité entre toutes les sources de données que vous avez et les différents partenaires au projet. Et vous devez avoir un sérieux défi pour arriver à rendre plus homogène et standardiser l'ensemble de la production cartographique à laquelle vous contribuez avec les partenaires. Mhm. C'est un effort qui a démarré il y a quelques années quand l'inventaire de cartes des zones inondables a été développé. Il y a un schéma de données, une architecture qui a été développée qui tenait compte des cartes de zones inondables de chaque province et territoire, si on veut, quels sont les champs, où sont les informations, etc. Donc, ça a été standardisé à ce moment-là pour avoir quelque chose qui peut tout accepter. Et puis maintenant, chaque projet qui est réalisé avec l'appui de Picaille il y a également un formulaire de conformité qui doit être rempli dans le sens où ça dit où sont les informations, puis quelles sont les interrelations avec la base de données nationale là, pour s'assurer que tout puisse être compilé ensemble de façon efficace. Ouais. Extraordinaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à lever la main là, ou écrire dans le chat. Je vois qu'il y avait une question dans le chat, mais Maxime, Ouais, c'est ça, il a répondu. c'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je pourrais faire un petit commentaire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On ne vous entend pas, par contre, Simon. C'est ça. Vous ne m'entendez pas? Non, non. Ah, Ah c'est oui, bon. Super. Allez-y. Merci pour la présentation, très intéressant toujours. Peut-être, est-ce que vous pouvez préciser, ben, pour faire suite un peu aux commentaires de monsieur juste avant moi, les données qui ne sont pas accessibles publiquement, est-ce qu'elles en sont la nature, puis moi je travaille du côté gouvernemental aussi, quel genre d'accès c'est possible d'obtenir? Euh, je peux répondre, Samuel. Je pense que la nature, je pense que le commentaire initial sur le 80%, c'était une statistique liée à l'inventaire national. Donc, c'était en termes de disponibilité, on a fait des analyses préliminaires, puis on voyait que tel, tel pourcentage, c'est dans notre inventaire. Et puis, c'est également disponible sur des portails, par exemple, provinciaux ou locaux, où ce que la carte est disponible pour téléchargement ou visualisation, là. Donc, c'était plus un état des lieux. Ensuite, donc, il y a la question des licences. Donc, c'est un certain pourcentage des anciennes cartes que, par exemple, une juridiction comme une province, disons, très fictif, province de Saskatchewan nous a dit les projets X, Y, Z, ceux-là, ils sont trop anciens, puis on voudrait pas que il y ait des données qui soient diffusées publiquement qui pourraient venir faire de la confusion avec des cartes plus récentes, ou etc. Donc, il y a tous des aspects de communication avec le public ici qui entrent en ligne de compte, mais c'est surtout ce type de questions-là. Donc, c'est pas des données qui sont cachées ou des jeux de données spéciaux. Ensuite, pour le partage de données avec un partenaire provincial, on peut toujours voir comment des différents accords peuvent être établis pour partager certaines données de différentes façons. C'est toujours une discussion là, qu'on peut avoir puis qu'on est ouvert à avoir. Ah, merci beaucoup. excellent. Il Il y aurait y a une question dans le chat. Je sais pas Oui, si la je vous laisse question la de répondre. Ralph.
Oui, certainement, c'est possible. Facilement, ben ça suit les processus gouvernementaux. Fait que c'est plus ou moins, je pourrais pas dire que c'est facile, mais c'est certainement possible. Puis honnêtement, dans les dernières années, on a pris beaucoup d'expérience là, avec le développement d'entente. Donc oui, tu sais, je t'invite, Ralph, à communiquer là, avec moi après la discussion en parallèle, puis on regardera selon les spécificités. Tu sais, s'il y a des transferts de fonds, ça complexifie, mais si on parle de partage de données ou de collaboration sur un dossier, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Donc, oui, absolument, c'est très possible. Avec plaisir. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il était 59. Il nous reste le temps pour une question, sinon ça va être la fin du webinaire. Ah, Jean-Bernard? Oui, ben, s'il reste une petite minute, j'aimerais quand même vous remercier de cette présentation-là de façon particulière et surtout vous redire que notre intention de travailler en partenariat avec vous s'accroît avec l'usage, si je peux dire. Alors, c'est un peu comme la consommation. Mais je pense qu'il y a des terrains possibles de collaboration qui nous seraient mutuellement profitables. Et je pense qu'on a tout intérêt dans un monde aussi complexe que celui que vous avez décrit très sommairement, mais qui est énorme là, en termes et de sources d'informations, de multiplicité des phénomènes, de complexité des disciplines qui sont en présence et de la nécessité de pouvoir transmettre ça de façon utile à des gens pour qu'ils puissent prendre à l'égard du risque d'inondation des décisions éclairées. Alors, nous, notre mandat, c'est un peu de faire ça, mais on n'est pas pour... Quand on regarde ce que vous faites, on ne peut pas s'imaginer qu'on est capable d'égaliser ça, au contraire, mais je pense qu'on peut être un pont extraordinaire pour arriver à faire en sorte que nos publics privilégiés puissent en bénéficier. Alors, merci infiniment. Avec plaisir, puis au plaisir d'explorer ces terrains-là de collaboration dans les Parfait. prochaines semaines et mois. Merci. Il y a une question qui est apparue dans le chat. Je ne sais pas si ça se répond en 20 secondes. Sinon, vous allez pouvoir la voir dans le... Euh, je pense que de plus en plus, avec les méthodes qui sont un peu plus régionales, c'est intéressant de produire des données à l'échelle d'un bassin versant complet. Et ça peut évidemment être utile dans différentes analyses, là, surtout dans une approche de gestion intégrée des ressources en eau. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des possibilités puis des avenues intéressantes là, pour des travaux futurs. Ben, encore une fois, un gros merci. La présentation va être disponible en début de semaine prochaine sur YouTube, là, donc pour ceux qui veulent la revoir. Et on va vous partager la présentation, c'est ce que j'ai compris. Oui, absolument. Parfait. Fait que vous me l'enverrez, puis je vais la distribuer aux gens qui étaient présents. Excellent. Un Ben, immense merci merci, beaucoup, Catherine. tout le monde. Merci à vous deux et merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci, au Merci revoir. beaucoup.